Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Salut Sophie, comment tu vas? Ah, on est déjà en ondes? Ça part. Ça part? C'est parti. Ça va vite. Oui, mais attends, il y a la petite musique, là, on a le temps. Moi, tant que la petite musique, mais c'est parce que pourquoi c'est marqué en ondes? Ben, On est en ondes, mais pourquoi il y a la musique puis on est déjà en ondes? Ah, mon Dieu, ça va beaucoup trop vite depuis on est avec Benoît, qu'on fait la petite... Attends, il faut que j'arrange quand même ma chaise, parce que sinon, je suis trop haute par rapport à ma table. Bonjour, Cybèle Olivier, comment ça va? allô? Ben, ça va bien. J'ai passé une belle fin de semaine. Toi? Bon, oui, Pris du merci, soleil? moi aussi, je suis partie. Oui, comment tu t'as remarqué? Ben, j'ai pas remarqué. En fait, je m'en doutais parce qu'il y a eu du soleil tellement toute la fin de semaine que je me suis dit, toi aussi, t'as dû en profiter. Ben, c'est-à-dire, je suis partie en retraite d'écriture parce que je suis en train d'écrire mon 6e livre et je fais comme je fais à chaque fois que j'ai des projets où il faut que je me concentre. Je vais dans une abbaye, l'abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On salue toutes les sœurs cloîtrées. Oui, on les salue. C'est très spécial, mais on les salue. J'imagine. Je pense pas qu'elles écoutent Cube parce qu'elles sont vraiment cloîtrées. Mais donc, je vais là, puis je m'isole pendant 2 jours. Et c'est ça que j'ai fait pendant 2 jours. Mais il faisait beau, donc j'ai pu écrire dehors. Parce qu'il y a un petit terrain à l'extérieur et tout ça. Mais c'est très particulier. En plus, c'est silence. C'est inspirant. 48 heures de silence. Penses-tu que je suis capable de passer 48 heures Bien sans sûr, dire un mot? je suis certaine que t'es capable. Ouais. Mais disons que la mâchoire se faisait aller dimanche soir quand je suis rentrée à la maison. Il y a des comptes à faire Les gens après. ils étaient là puis ils disaient mon Dieu tu parles donc beaucoup. J'ai dit ben oui ça fait 48 heures je parle pas. Ça doit être un défi quand même. Et c'est un défi. Mais c'est assez ça fait du bien le silence. Le silence ça aide à se concentrer versus le babillage incessant. Voilà. Mais écoute, Cybèle, je suis tellement contente aujourd'hui parce que, tu sais, comme journaliste, bon, on fait des entrevues, évidemment. Donc, mettons que je suis en ondes 5 fois par semaine pendant, mettons, 40 semaines par année. Donc, ça fait 200. C'est ça? 5 fois 40, 200. Et il y a 3 invités par émission. Donc, 200 fois 3, ça fait donc 600 personnes que j'interviewe par année. Et de temps en temps, une personne parmi ces 600, l'entrevue a vraiment un impact dans sa vie. Et c'est le cas de ma prochaine invitée, Maude Rebérol, que j'avais reçue ici à l'émission le 23 avril. Bonjour Maude. Bonjour Sophie. Et quel plaisir de vous retrouver, Maude. Pareillement. Parce qu'on s'est vu donc, c'est ça, il y a à peine 2 semaines. Vous étiez venu nous raconter votre histoire. Vous êtes médecin. Mm-hmm. Et vous êtes atteinte d'un cancer. Alors, le nom, je préfère que ce soit vous qui le disiez, le cancer que vous avez. Un astrocytome. Voilà. De stade? C'était de stade 4. Stade 4. Grade 4, en fait. Je vais juste vous demander de rapprocher votre micro. Maude, alors je vais décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio et qui ne vous voient pas. Donc, vous avez sur la tête, en ce moment, un casque qui vous aide à soigner votre cancer. Mm-hmm. Et ce casque-là est relié à un sac à dos que vous avez en tout temps aussi avec vous. Oui. Pourquoi vous êtes venue nous rencontrer il y a 2 semaines, Maude? Je suis venue vous rencontrer parce que depuis, en fait, ça, c'était l'unique traitement qui me restait, que je porte depuis 2 ans et quelques, alors qu'au départ, on me donnait 6 mois à vivre. Donc, ça fait quand même un certain effet, je pense. J'ai fait beaucoup d'autres thérapies aussi alternatives, mais depuis octobre 2024, il y avait une thérapie ciblée qui était disponible pour le type d'astrocytome, la mutation IDH de mon astrocytome, qui était spécifique, que je pouvais obtenir, que j'aurais pu obtenir, puis que j'arrivais pas à obtenir. Ça a été un dédale de bureaucratie. À travers mes assurances, la Canadavie qui voulait pas couvrir, il a fallu que je frappe à plein de portes. J'ai passé 5 mois parce qu'on m'a diagnostiqué pas une récidive, mais une progression de la tumeur qui était, elle, potentiellement de grade 2, donc un grade un peu plus lent. Puis, le médicament pouvait être bénéfique pour ça, puis personne ne voulait me l'octroyer
parce que je restais avec, dans mon dossier, le grade 4 d'inscrit, entre autres. D'accord. Alors, c'est important pour que tout le monde comprenne, parce que vous nous aviez raconté cette histoire-là il y a 2 semaines, mais comme il y a un développement, c'est important de revenir un petit peu en arrière. Donc, pour une raison bureaucratique, qui est, au début, c'était grade 2, là, c'était rendu grade 4, et le médicament était disponible seulement pour des gens de grade 2. Donc, on vous refusait l'accès à ce médicament. Donc, on tenait pas compte du fait qu'il y avait une progression et que vous étiez maintenant stade 4. Est-ce que je l'explique bien? C'est pas tout à fait ça, mais c'est bon. pas très grave. OK, d'accord. Donc, ce médicament-là, une des raisons pour laquelle aussi ça vous était refusé, c'est qu'il coûte très cher. Il coûte 30 000 $. Donc, c'était juste impossible de le payer de ma poche. C'était quoi déjà la fréquence, qu'il fallait que vous preniez le médicament? Ben, c'est tous les jours, mais c'est un médicament à prendre par la bouche, puis c'est beaucoup moins intrusif, invasif et toxique que de la chimiothérapie. Puis moi, je continue à travailler, donc je voulais continuer à pouvoir rester fonctionnelle et continuer d'aider mes patients là, en n'étant pas alitée. Mais je pense que la question de Cybèle, c'était 30 000 $ donc c'est 30 000 $ par mois. Par mois. OK. Ouais. D'accord. Puis c'est à prendre à vie après. D'accord. Alors, mais c'est important que vous fassiez le parallèle avec de la chimio ou d'autres traitements, parce que les gens, peut-être, qui nous écoutent, disent, ben voyons donc, comme société, on n'a pas les moyens de payer à Maud Rebérol un médicament qui coûte 30 000 $ par mois. Vous, votre réponse, c'était à l'époque de dire, ben si je ne prends pas ce médicament, je vais finir par coûter beaucoup plus cher que 30 000 $ par mois à la société en traitement et en toutes sortes d'autres façons dont on va devoir prendre soin de moi. Tout à fait. Donc, je vous ai reçu il y a 2 semaines. Vous avez fait un plaidoyer très éloquent. Vous avez dénoncé la bureaucratie. Je vous ai demandé de vous adresser virtuellement par la voix de la radio de Cube Radio au ministre de la Santé, Monsieur Dubé. La raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, Maude, c'est? Je l'ai obtenu! Wow! Alors, c'est trop touchant parce qu'on est amis par LinkedIn depuis que vous avez fait l'entrevue. Vous m'avez envoyé un petit mot pour me dire « Ça y est, Sophie, je l'ai et tout. Ouais. » Puis là, je vous ai dit « Ben, Maude, revenez à l'émission pour m'en parler. » Puis vous avez dit « Wow, minute! » Je le croirai quand je le verrai. Donc, une fois que je l'aurai en main, Sophie, je reviens à votre émission, mais pas avant. Donc, pendant un moment, vous avez bien cru que même si la RAMQ vous disait « Oui, Madame Rebérol, vous allez l'avoir », vous n'y croyez pas vraiment que c'était vrai? Ça a été tellement des mois d'acharnement que non, j'avais du mal à y croire. J'ai frappé à toutes les portes, puis une des dernières portes à laquelle j'avais frappé avec vous, c'était au cabinet directement du ministre Dubé, puis j'attendais des nouvelles. Et puis donc, j'ai eu des nouvelles à peine 7 jours après être venue à l'entrevue du cabinet, d'une personne au cabinet qui m'a écrit en disant « J'ai parlé avec la RAMQ, ils ont réétudié votre dossier, il y a des documents qui leur étaient pas parvenus la première fois, donc ils ont revisé leur décision, puis ils ont décidé de vous l'octroyer. » Donc, la nouvelle m'est pas parvenue de la RAMQ, donc j'attendais que ça vienne de la RAMQ aussi, avant de pouvoir y croire. Mais c'est quand même incroyable parce que oui, c'est vrai, le médicament, il coûte cher. Puis c'est drôle parce que vous vous promenez avec ce petit flacon de Varanigo. C'est des petites gélules là, de 40 mg chacune. Puis on a l'impression que c'est une cargaison précieuse parce que juste cette bouteille-là, ça vaut 30 000 $. Mais pour vous, c'est la différence, excusez-moi de vous le dire comme ça, Maud, mais c'est la différence entre la vie et la mort. Ben ouais, l'espérance de vie en tout cas. Avec ce médicament, parce que là, vous nous avez dit au début, votre espérance de vie était de 6 mois. Vous avez tenu quand même 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Avec ça, vous espérez augmenter votre espérance de vie de combien? C'est dur à dire, mais le médicament est censé doubler l'espérance de vie. La vie active, ouais. Décrivez-moi comment ça s'est passé, parce que la dernière fois que vous êtes venu... Moi, je vais vivre jusqu'à 87 ans. Ah, j'adore ça! Maud, rappelez-nous, vous avez quel âge maintenant? 43. 43, quand vous avez eu votre diagnostic, vous aviez 41 ans, et c'était vraiment très particulier, la façon dont vous nous l'avez raconté. Vous commenciez un nouvel emploi comme médecin généraliste dans les Laurentides. Dans la Naudière, oui. Dans la Naudière, pardon, et votre première journée au travail, vous êtes effondré. Et c'est là que vous avez su qu'après des tests, que vous aviez un cancer. Exactement. J'ai fait une crise de convulsion dans ma voiture à l'arrêt, heureusement. Et on m'a transférée à l'hôpital directement. C'était mon premier jour de travail dans cette nouvelle équipe.
Moi, ce qui m'a touchée depuis le début, parce que vous m'aviez écrit directement à mon adresse à Québécois, puis vous m'avez dit, je vais vous raconter mon histoire, et ça faisait 9 pages, votre histoire, et je l'ai lu au complet, votre histoire, et ce qui m'a beaucoup touchée dans votre histoire, Maude, et la raison pour laquelle j'avais donc décidé de vous recevoir à la radio, c'est que je sentais que votre préoccupation, c'était bien sûr pour vous, bien sûr, vous voulez vivre et vous voulez vivre le plus longtemps possible, mais toujours, il y avait cette deuxième préoccupation qui est aussi importante que la première, qui est de dire, mais moi, je suis médecin. Mon rôle dans la vie, c'est de soigner des gens. Si je suis pas bien, je peux pas soigner des gens. C'est cette préoccupation altruiste qui vous anime. Tout à fait. Ben, c'est ce que je voulais. Je voulais ne pas... Mais là, il fallait s'occuper de ce qui se passait, la progression qu'il y avait dans ma tête. Mais ma préoccupation première, c'était de dire, ben, je veux pas laisser tomber les patients que je vois puis mon équipe actuellement. Puis si je recommence la chimio, je sais ce que ça m'a fait. J'en ai fait une première fois. Puis bien que ce soit pas la pire, c'est dur de fonctionner. C'est de la fatigue, c'est des nausées. Donc, je pense que j'aurais pas été capable de prendre soin d'autres êtres humains si j'avais dû retomber sur la chimiothérapie au lieu de cette thérapie ciblée-là, qui est beaucoup plus spécifique pour mon type de cancer. Alors donc, on ne dira pas que c'est un médicament miracle, bien sûr, mais vous avez commencé à le prendre hier. Ça prend combien de temps avant qu'on puisse ressentir les effets de ce médicament qui est très, très, très ciblé, là, exactement pour le type de cancer que vous avez? S'il y a des effets bénéfiques qui peuvent aller jusqu'à une régression de la tumeur, ça peut aller jusque-là. Wow! Ouais, ils ont vu ça dans l'étude Indigo, en fait. Je crois qu'au bout de 3 mois, déjà, on pourrait voir 3 à 6 mois, là. Je passe des IRM, des imageries par résonance magnétique aux 3 mois. Donc, peut-être que d'ici 3 mois, on pourrait déjà voir une différence. Alors, je m'engage à quelque chose. Là, on est au mois de mai, donc ça fait juin, juillet, août. On recommence à Cube Radio au mois d'août. Donc, votre prochain IRM, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles et que les auditeurs et les auditrices de Cube puissent suivre tout ça. Quand on s'est parlé la dernière fois, donc il y avait cette préoccupation, évidemment, en termes de santé, de pouvoir avoir accès à ce médicament-là, mais vous avez dénoncé aussi une incongruité dans la bureaucratie qui fait qu'il y a plein de gens qui se pensent protégés par leur assurance santé et leur assurance médicaments et qui sont en fait pas protégés. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi exactement pour que les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas entendu la première entrevue avec vous sachent exactement de quoi on parle? Bien sûr. Donc, ce que j'avais découvert, c'est que moi, croyant être couverte par la Canada Vie, le plan du régime de la fonction publique, ils ont leur propre liste de médicaments remboursés. Donc, ce médicament n'était pas sur leur liste et ils réévaluent la liste tous les 6 à 9 mois. Mais potentiellement, on ne sait pas là, à quelle fréquence? Pas quelle fréquence, mais de façon fulgurante, à quel point le cancer peut revenir. Oui. Donc, ce que nous, on leur disait, c'est j'ai peut-être pas 6 à 9 mois c'est ça. Eux vous disaient, en ce moment, le médicament n'est pas couvert. Donc, rappelez-nous dans 6 mois. Ouais. Mais dans 6 mois, vous auriez peut-être pas été là. Vous savez pas la fulgurance du cancer. Exactement. Donc, on a fait des démarches auprès de la RAMQ et là, on a découvert qu'il y avait un bureau qui s'occupait des employés de la fonction publique lésés par leur plan d'assurance et qui nous permettait d'obtenir donc soit une couverture par la RAMQ ou une couverture par un autre plan d'assurance au Québec si on y était éligible, privé. Moi, j'avais pas accès à un autre, donc j'ai été d'emblée mise sur la RAMQ, puis et c'est ça grâce qui fait à la RAMQ, comme patiente d'exception, là, j'ai pu obtenir... Alors, c'est pour ça que c'était important de revenir là-dessus, Maude, c'est qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont des employés fédéraux ouais. Et qui pensent qu'ils sont couverts par, justement, la fameuse Canada Vie. D'ailleurs, vous avez eu des nouvelles de Canada Vie, le bureau des plaintes, ils vous ont contacté. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit que justement leur réévaluation, alors qu'ils étaient incapables de nous dire à quand ça allait aller, là ils nous ont dit que leur réévaluation allait aller probablement fin mai, début juin.
fin mai, début juin. Entre-temps, la RAMQ a été beaucoup plus rapide. Donc, comme quoi, si vous êtes assuré avec la Canada Vie, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a certains médicaments qui sont couverts par la RAMQ qui sont pas couverts par Canada Vie et ça touche énormément de gens. Il y a énormément de gens au Québec qui sont couverts qui sont des employés fédéraux et c'est ce que vous étiez jusqu'à tout récemment, donc une employée fédérale. Écoutez, moi, je suis vraiment ravie. C'est pas tous les jours qu'on a l'impression de faire œuvre utile. Dans ce cas-ci, je pense vraiment que ça, en tout cas en partie, fait bouger les choses. Et évidemment, ce qui a fait bouger les choses, c'est votre ténacité, votre résilience, votre persévérance, l'appui de vos proches aussi qui vous ont aidé à travers tout ça, à travers les démarches. Mais c'est encore un autre cas où la bureaucratie, au lieu de faciliter la vie des gens, ce qui devrait être son rôle premier, la complique. Tout à fait. Hein, c'est vraiment, je pense, la leçon qu'on peut retenir. Alors, faites attention, système de santé. Ça vaut 30 000 $, cette petite bouteille-là. C'est difficile à imaginer, mais la vie et le soleil que je vois dans vos yeux, ça n'a pas de prix, Maude Robéral. Merci beaucoup, Sophie Durocher. Est-ce que je peux faire un remerciement? Oui, bien sûr, Je voudrais remercier toutes les filles de la pharmacie La Rivière-Mascotte, entre autres, qui m'ont donné vraiment un gros coup de main dans mes recherches. Ah oui? Ouais. Puis oui, je les remercie infiniment aussi. Puis le cabinet du ministre aussi qui m'a entendu. Donc merci. Je vais me faire un honneur de continuer de soigner les patients. Puis c'est ça. Les patients de la Naudière, vous avez de la chance d'avoir une Maude Robéral avec vous qui va être avec nous pendant encore très longtemps. Merci beaucoup de votre témoignage. Puis des fois, au ministère de la Santé, il y a des choses qui se passent, ça brasse, puis c'est positif, c'est rare, mais ça arrive. Merci beaucoup, Maude. Merci. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, si vous avez suivi l'actualité des dernières semaines au Québec, vous savez que la question de l'entrisme est une question très préoccupante. On l'a vu, bien sûr, dans le cas de l'école Bedford, mais pas que dans l'école Bedford. Vous avez aussi entendu parler de ce rapport qui a été remis au ministre Bernard Drainville, un rapport sur 17 écoles où il y avait des problèmes. Par exemple, des cas de jeunes filles, de jeunes étudiantes qui avaient le visage complètement couvert, tellement couvert qu'elles portaient même des gants pour pas qu'on voit la moindre parcelle de leur chair. Tout ça pose évidemment la question de la montée de l'islamisme au Québec, mais parfois ça prend un pas de recul pour réfléchir à ces questions-là. C'est pour ça que j'avais très hâte de recevoir ma prochaine invitée. Elle s'appelle Razika Adnani. Elle est écrivaine, philosophe, islamologue. Ça, un islamologue, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de l'islam, quelqu'un qui étudie l'islam et qui le connaît très bien. Elle vient de sortir un livre très percutant qui s'intitule « Sortir de l'islamisme ». Razika Adnani, bonjour. Bonjour. Alors déjà, juste le titre de votre livre, je vous trouve courageuse, Madame Adnani. Comment on fait pour sortir de l'islamisme? Pour sortir de l'islamisme, il faut d'abord savoir ce que signifie le terme islamisme et dans quel sens moi je l'utilise. Et ensuite, pour sortir de l'islamisme, pour moi, il est impératif que le travail se fasse au sein de l'islam. Je reviens à ma première question. Donc, dans quel sens j'ai utilisé le terme islamisme? Eh bien, je l'ai utilisé dans le sens d'islam politique. Cependant, en France notamment et ensuite dans tout l'Occident, le terme islamisme a été défini comme étant l'islam politique au début des années 1980. On lui a ajouté deux qualificatifs ou deux caractères. On a dit que l'islamisme est un mouvement contemporain et qui n'a rien à voir avec l'islam. Ces deux caractères, ce sont ceux que moi, je refuse totalement, étant donné qu'ils ne répondent à aucun fondement historique au sujet de l'islam, ni aucun fondement théologique. Autrement dit, il a été forgé en dehors, sans prendre en compte l'histoire de l'islam. Donc moi, je l'utilise dans le sens de l'islam politique, mais je considère que l'islam est constitué de deux dimensions, tel qu'il a été construit lors des premiers siècles de l'islam, une spirituelle et une
politiques qui concernent l'organisation de la société. Donc, voilà, la fameuse charia, évidemment, à laquelle on fait référence. Alors, c'est intéressant, dès le départ, la nuance que vous faites, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent il faut faire la différence entre l'islam et l'islamisme. Les deux sont dissociés. Vous dites non, les deux sont intrinsèquement liés l'un à l'autre. Et vous dites aussi, et c'est très important, surtout dans le contexte actuel, vous dites l'islamisme n'a jamais été aussi fort et il le sera davantage dans l'avenir. Pourquoi cette mise en garde, Madame Adnani? Qu'est-ce qu'on doit craindre? Quel est le danger auquel on fait face? Parce que l'islam n'arrive pas aujourd'hui à faire sa réforme, même s'il a commencé à la faire au début du XXe siècle, et il y a eu un retour en arrière, et de plus en plus, on voit un renforcement de l'islamisme le plus radical, le plus extrémiste. L'islamisme qui veut être dans une pratique complète de la charia, une pratique radicale de la charia, il devient un islamisme extrémiste et radical. On le voit monter un peu partout dans le monde. Il profite des problèmes géopolitiques qui secouent notre monde aujourd'hui. Il profite aussi de ce fait que beaucoup en Occident, quand ils affirment que l'islamisme ou l'islam politique n'a rien à voir avec l'islam, ils permettent pas avec ce discours cette réforme de l'islam qui est nécessaire et que beaucoup de personnes qui sont de culture musulmane veulent que cette réforme se fasse. Mais c'est passionnant et je vous remercie, Madame Adnani, parce que au Québec, on entend des sottises, on entend des sornettes, on entend un petit discours, un petit blablabla comme ça, constant, de gens qui n'y connaissent rien. Vous êtes une spécialiste, vous êtes issue de cette culture-là. Vous avez étudié l'islam, vous avez publié pendant des années, vous publiez des articles dans les journaux, vous publiez des livres, vous savez de quoi vous parlez. Et quand vous dites que l'Occident n'est plus capable de défendre ses valeurs, si moi qui suis pas de culture musulmane, si moi qui suis une privilégiée blanche qui écrit dans un journal peut-être un petit peu plus positionné à droite, je vais me faire traiter d'islamophobe, Madame Adnani, pour tenir exactement les propos que vous tenez. Donc, je vous trouve courageuse. Est-ce que vous, des fois, vous faites traiter d'islamophobe? Je pense que pas vraiment, par certains occidentaux, par certains des personnes qui ne sont pas de culture musulmane, je veux dire, oui. Ni des musulmans. Mais les musulmans, je pense qu'ils comprennent parfaitement ce que je dis quand ils sont sincères. Je ne parle pas des musulmans qui sont dans des luttes politiques. Hein. Je parle de ceux qui sont réellement sincères dans leur regard sur la religion. Le regard qu'ils portent sur la religion. Donc, ce à quoi vous appelez dans votre livre, c'est à une réforme de l'islam, à une modernisation de l'islam, et ce ne sont que les musulmans qui peuvent le faire. Qu'est-ce qui doit être fait pour réformer l'islam aujourd'hui, Madame Adnani? D'abord, il faut avoir cette arme de la connaissance, comme je l'appelle dans l'ouvrage. Et d'ailleurs, cet ouvrage, je l'ai écrit pour les musulmans et pour les non-musulmans. Et dans cet ouvrage, j'ai donné justement cette arme de la connaissance qui est nécessaire pour toute personne qui veut faire face à l'islamisme. On ne peut pas faire face à l'islamisme juste avec un discours politique ou avec de la loi. La loi est importante, mais toute seule, elle ne pourra pas faire face à l'islamisme qui est de plus en plus radical, de plus en plus extrémiste, comme on le voit par exemple en Afghanistan, comme on le voit aujourd'hui en Libye, comme on le voit en Syrie, en Irak. Donc il y a une montée de l'islamisme qui est de plus en plus radicale et de plus en plus extrémiste. Il faut donc avoir ces moyens de connaissance, cette lutte avec l'arme de la connaissance qui est nécessaire. Cette connaissance est celle qui nous permettra de faire face au discours islamiste, au discours fondamentaliste, extrémiste, pour les mettre devant ses erreurs, ses contradictions, lui montrer que une autre façon d'être musulman est possible à partir du même texte, hein, je veux dire à partir toujours du Coran. Voilà. Toujours à partir du Coran, sans sortir du Coran, évidemment. Sortir du Coran, c'est dire sortir de l'islam. Oui, donc, rester dans le Coran, donc mais respecter.
Voilà, respecter l'esprit du Coran sans aller dans ces dérives fondamentalistes ou ces dérives radicales. C'est extrêmement intéressant et je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je veux absolument qu'on parle des femmes parce que vous émettez dans ce livre une théorie que je trouve absolument fascinante. On connaît bien sûr la façon dont l'islam plus rigoriste parle de la soumission des femmes. Vous dites en fait c'est l'islamisme, c'est la même chose. Donc, la soumission des femmes est intrinsèque à l'islam. Mais vous dites, la soumission des femmes aux hommes est ce que l'islamisme donne aux hommes comme contrepartie à sa soumission à son pouvoir politico-religieux. Autrement dit, l'islam déjà demande aux hommes de se soumettre. Donc, pour les compenser, les pauvres hommes, on leur dit, en contrepartie, tu peux soumettre les femmes, tu peux traiter les femmes en citoyens de seconde zone. C'est assez audacieux quand même comme théorie. C'est surtout le discours religieux qui s'adresse, qui parle de l'islam, parce que quand on parle de l'islam, il y a ce que les musulmans ont fait de l'islam, comment ils le comprennent, comment ils le pratiquent. Et en effet, le discours religieux ou l'islamisme qui utilise ce discours cible toujours les femmes en premier lieu. Et je me suis posé la question, pourquoi il cible toujours les femmes en premier lieu? Évidemment, elle a besoin de soumettre les femmes pour exister parce que l'islamisme ou l'islam politique est un patriarcat, et plus elle est dans une pratique rigoriste de cette charia, et plus il est patriarcal, donc il a besoin de soumettre les femmes pour exister. Cependant, l'islamisme est également un totalitarisme, et il a besoin aussi de soumettre les hommes, de soumettre la pensée, de soumettre la société. Je parle des hommes, je me suis posé la question, pourquoi les hommes acceptent-ils que les femmes soient soumises aux règles qui les discriminent, qui les infériorisent? Pourquoi les hommes acceptent-ils? Pourquoi sont-ils toujours les premiers à réagir pour défendre le voile, pour défendre les règles de la charia? En réalité, parce que c'est cette soumission des femmes qu'impose l'islamisme, le fait que l'islamisme fait des hommes des maîtres des femmes, cela les console. Ils acceptent d'être soumis à ces règles tant qu'ils sont les maîtres des femmes. Donc oui, je dis bien dans le livre, c'est ce que l'islamisme donne aux hommes comme contrepartie pour qu'ils acceptent de se soumettre eux-mêmes aux règles de la charia qui, eux aussi, elle les prive de leur liberté, évidemment. Au cours des derniers jours, il y a une chroniqueuse ici au Québec qui a écrit un texte qui a fait beaucoup réagir, où elle dit que la montée de l'islamisme, c'est un épouvantail et que ce sont des commentateurs de droite qui ont inventé ça et que l'Occident n'a rien à craindre d'une éventuelle montée de l'islamisme. Et elle dit, quand il y a des femmes en Occident qui portent le voile, elles le font comme un symbole de liberté. Et c'est pas de leur faute si dans d'autres coins du globe, en Iran par exemple, le voile est un symbole d'oppression. Au Québec, ici au Canada, ça n'est pas un symbole d'oppression parce que les femmes le portent librement. Qu'est-ce que vous répondez quand il y a des gens qui disent ça? Moi, je dis tout simplement, c'est une liberté qui est détournée de son objectif réel, d'une part, et d'autre, car le voile n'a jamais été une liberté pour la femme. Le voile, c'est le signe de la soumission de la femme. Quand on parle du voile, quand on parle du voile, il faut toujours le remettre dans son contexte historique, théologique et dans son contexte culturel. On ne peut pas le sortir de ce contexte, sinon on ne peut pas le comprendre. Et le voile n'a jamais été une liberté pour la femme. Ce sont toujours, comme je dis moi, derrière toute femme voilée, il y a un homme qui pousse la femme à se voiler. Cet homme n'est pas forcément son mari. Merci de le dire. Derrière toute femme voilée, il y a un homme. Merci de le dire, Razika Adnani, parce que quand moi je le dis,
je me fais traiter de tous les noms. J'aimerais beaucoup que cette chroniqueuse qui a écrit ce texte, qui fait beaucoup jaser au Québec, j'espère qu'elle va écouter l'entrevue et qu'elle va vous entendre, vous, qui êtes une islamologue, qui est une spécialiste, qui a étudié le Coran, qui connaît l'islam en profondeur et qui a écrit un livre courageux. J'espère qu'elle va le lire et j'espère que tous les gens qui pensent comme elle vont le lire aussi. Sortir de l'islamisme, c'est un livre qui est sorti tout récemment aux éditions Éric Bonnier. Razika Adnani, ça a été très, très, très éclairant. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci, je vous trouve très courageuse et vous connaissez votre sujet. Vous savez de quoi vous parlez. Merci beaucoup, Razika. Merci à vous. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Oh, la santé bucco-dentaire. Sais-tu quoi, Isabelle? Je trouve que c'est un sujet passionnant. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui? Ben, écoute, c'est pas ce que j'avais à l'agenda. Quand j'ai vu que j'ai choisi le sujet 3, j'ai orienté vers le ménage printanier, mais OK, ben parfait. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est que aujourd'hui, Hugo Veilleux est absent aujourd'hui. Alors, on est un petit peu mélangés dans nos patates, mais j'en prends l'entière responsabilité. Donc, on avait dit qu'on parlait du ménage du printemps. Parfait, j'adore ça. Voilà. Vas-y, je te laisse aller, puis je t'écoute, puis je te pose des questions après. Bon, ben d'abord, moi, je vois beaucoup de gens choisir des cures détox. Hein? Le printemps est là et les gens se tournent vers des cures, commandent des jus. Ça coûte super cher. On n'a pas besoin de détoxifier son organisme. On a le foie, les reins très fonctionnels. Si on veut opter pour des jus qui sont très nutritifs, c'est entre les repas, comme je fais, je bois un jus vert, là. C'est très bon. Ça n'a peut-être pas l'air bon. Non, mais ça a l'air dégueulasse. Non, honnêtement, c'est bon, c'est du kale. Kale, céleri, pommes vertes, c'est super bon. Entre les repas, c'est correct. On veut un petit boost de vitamines, mais on n'a pas besoin de boire ça toute la journée pendant une semaine. Ce n'est pas nécessaire. Okay. Il faut que je revienne aussi, Sophie, sur la pub qui circule avec moi, parce que j'ai eu encore 3 appels cette semaine, dont un hier soir, en me disant « Isabelle, c'est quoi ton supplément miracle pour perdre du poids? Je veux perdre du poids pour l'été. » Et tu m'as dit que c'était 40 $ si j'achetais vite, parce que après ça tombait dans 10 minutes à 60 $. Je veux économiser, mais tu connais ma condition de santé. Ça, c'est une cliente que j'ai suivie pendant 20 ans. Et de grâce, écoute, j'ai gardé son message parce que j'ai dit ça se peut pas. Je l'ai suivi en clinique pendant 20 ans, ça se peut pas qu'elle embarque dans le panneau de ce supplément-là. Mais c'est important, Isabelle, c'est important de mentionner, c'est pas la cliente que tu as eue pendant des années qui est fautive. C'est que la publicité, la façon dont elle est faite, c'est ton vrai visage, c'est basé sur une vidéo de toi que tu as réellement faite dans ta cuisine. On utilise ta voix, mais grâce à un logiciel de transformation de voix, on te fait dire des sottises que tu n'as jamais dites. Donc, on n'est pas du tout, je veux juste rassurer tout le monde, on n'est pas en train de blâmer les gens qui sont tombés dans le panneau. Ce qu'on dénonce, c'est le panneau lui-même. Exactement. Ma voix est quand même un peu transformée. Mon débit est différent. Mais t'as un accent français, là. Tout le monde sait bien que c'est pas comme ça que tu parles, maudite affaire. Exactement. J'ai un accent français et dans la publicité, on met de l'avant un célèbre médecin canadien. Fait qu'on s'entend que c'est destiné à un marché différent, mais quand même, elle est rentrée dans le panneau. Et là, je veux juste un petit rappel parce que l'été s'en vient. Il y en a beaucoup qui veulent perdre du poids. Ce n'est pas un produit que j'endosse. Il semble, parce que j'ai pas osé aller plus loin, que ce soit un produit cétogène. Tu connais mon avis sur ce régime-là. Hippolaï. En effet. Que j'irais pas là. Non, c'est parfait. C'est en effet vraiment pas ton genre du tout. Mais c'est quoi? Mais j'aime ça parce que à chaque fois que je te parle, tu fais 2 choses. Tu démystifies. Et tu rappelles le gros bon sens. Tu sais, là, tu viens de nous rappeler pour les détox, on n'a pas besoin de détox parce que notre corps est fait. Tu sais, je veux dire, ça fait des milliards d'années là que des millions, je sais pas, en tout cas, je suis pas très bonne en anthropologie là, mais peu importe, mais ça fait longtemps qu'on est sur cette terre et si le grand ou les grands créateurs, peu importe la philosophie que vous avez, avaient considéré qu'on avait besoin d'un détox, ils nous auraient pas donné un foie puis des reins. Ben voilà. Mais il y a quand même des choses qu'on peut changer parce qu'on a envie de manger plus léger. Il y en a qui veulent perdre un petit peu de poids, mieux digérer, se sentir plus énergétique.
on fait le tri du garde-manger, ça c'est sûr. Ça, c'est ça qu'on veut faire, le ménage du garde-manger, du frigo, du congélo. Ça nous permet d'avoir un constat sur ses habitudes alimentaires en cours d'année. Puis on dit, bon, ben peut-être que j'ai mangé plus transformé cette année. Peut-être que j'étais plus pressée. Moi, mes mosses pour le garde-manger, des boîtes de thon, des boîtes de saumon, du quinoa, des amandes, des sardines, pour toi. Oui, les sardines en excellent. J'ai pas entendu aussi. Ah, Cybèle n'a pas d'opinion sur les sardines. Ben, je pense que j'ai mangé ça une fois dans ma vie, les sardines. Puis, la sardine te sied ou ne te sied pas? Je la comprends pas. Ben, t'as aimé ça ou t'as pas aimé ça? Oui, ça, c'était sur le bord. Ben oui, non, mais c'était dans un port, c'était frais, ça sortait de l'eau. OK. Non, nous, on parle de petites cannes de sardines. Non, mais tu sais que c'est parce qu'on en parlait. Non, mais je le sais que tu sais, Cybèle. C'est parce qu'on faisait des blagues avec Isabelle, parce que maintenant, il y a même certains restaurants en France où c'est devenu comme très prout-prout et très branché, où t'arrives et tu commandes et on t'offre la boîte de sardines et donc tu l'ouvres, la petite boîte de conserve avec du bon pain de campagne et là tu prends la sardine qui coûte la peau des fesses et tu mets ça sur ton pain de campagne. Ça te coûte genre 40 € et tout ça, mais moi je vais au marché et j'achète des petites boîtes de sardines. Ben voilà, je pense que c'est 2,99. Ben baba. Ben, voilà. C'est du vol. Écoute, c'est pas demain qu'on va avoir ça, je pense. C'est pas dans le goût des Québécois en général, mais ceci dit, c'est un des meilleurs poissons riches en oméga 3 et faibles en mercure. Donc, on fait le tri, garde-manger, frigo, congélo, voilà. Ensuite, on revoit ses habitudes à l'épicerie. Prenez ce printemps 1 heure de plus pour lire vos listes des ingrédients. Ça, c'est la base pour choisir un aliment qui est sain, c'est les ingrédients d'abord, beaucoup plus que le tableau des calories, des gras, même du sel, parce que c'est en lisant les ingrédients qu'on est capable de savoir si le produit il est santé ou pas. Des listes d'ingrédients courtes, le moins d'additifs possible, pas de colorants synthétiques, donc on s'en va de plus en plus vers ça. Puis souvent, à l'épicerie, on a l'habitude de prendre toujours les mêmes choses. Donc, de dire, un nouveau produit, je me permets d'essayer 1 fois par semaine un nouveau produit santé. Et je pense que ça vaut la peine comme ça dans les habitudes du printemps. Oui. Je pense que Cybèle avait soit une question, un commentaire, une réflexion. Ben écoute, Isabelle, je veux juste parce que moi, j'allais t'amener ailleurs avec une question. Fait que je sais pas si tu as fini ce point-là. Oui, OK, ben garde. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous écrit et qui vous fait la blague là, du microbiote. Gisèle Terbonne qui nous dit, est-ce que mon microbiote aime que je me brosse les dents? Mais tantôt, on parlait des détox. Puis moi, ce que j'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui ont leur routine dentaire. Donc là, ils vont se faire un espèce d'oil pulling. Donc, ils se mettent, par exemple, de l'huile de noix de coco. Ils vont faire ça pendant 10 minutes. Après ça, frappent la langue, ils boivent d'autres affaires. Est-ce que toute cette hygiène-là buccale a vraiment une incidence sur notre quotidien? Écoute, c'est intéressant. On fait le sujet hygiène buccale. On mélange tout. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était... Ben oui, j'ai même pas pensé. Non, c'est pas grave. C'est intéressant pour peut-être la prochaine chronique santé bucco-dentaire parce qu'il y a un lien entre l'inflammation, la gingivite et beaucoup de problèmes cardiovasculaires notamment parce que veux pas, quand tu as de l'inflammation au niveau des gencives, tu peux avoir de l'inflammation au niveau systémique, au niveau de l'organisme. Puis on sait qu'une inflammation de bas grade est associée à plusieurs problématiques de santé. Donc, ça m'amène sur ce sujet-là la semaine prochaine. Là, je continue en rafale. Mettre la fraîcheur de l'avant. Les asperges du Québec s'en viennent. Les radis du Québec s'en viennent. On priorise les beaux produits du Québec. C'est-tu fini ma chronique, là? Attends. Non, mais non, il te reste 20 secondes. OK. Réduire le sucre, on a parlé. Microbiote. Pensez soigner votre microbiote. Il y a beaucoup de problèmes digestifs, beaucoup de femmes qui ont syndrome de l'intestin irritable, beaucoup de ballonnements. Donc, microbiote, encore une fois, probiotiques, prébiotiques, alimentation essentiellement végétale. Et mon dernier point, c'était de soigner votre foie parce qu'on sait que c'est l'organe détoxifiant par excellence et on a 25 à 35 de la population qui souffre de stéatose alcoolique, pas alcoolique. Stéatose hépatique non-alcoolique. Non-alcoolique. Donc, qui n'est pas relié à l'alcool, mais qui est relié à une alimentation riche en gras. Puis quand le foie, il est inflammé, cicatrisé, c'est sûr qu'on a des problèmes pour détoxifier. Bon, un petit ménage du printemps à l'extérieur, à l'intérieur et dans notre garde-manger. Merci Isabelle. À la semaine prochaine. Merci. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue.
Alors, Monsieur Trump fait trembler la planète au complet et en ce moment, il fait trembler la planète cinéma. Donc, il a annoncé des droits de douane, non pas de 25, pas de 50, pas de 75, de 100% sur les films américains faits à l'étranger. C'est évidemment absolument catastrophique pour le milieu du cinéma québécois. On va en parler avec Stéphane Cardin, qui est PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Monsieur Cardin, bonjour. Bonjour. Monsieur Cardin, votre réaction, juste entre vous et moi, là, est-ce que vous avez manqué d'avoir une petite attaque cardiaque quand vous avez vu le tweet de Monsieur Trump? Ben, disons que ça ne dérougit pas depuis hier soir, en effet. Matin, toutefois, je notais qu'il y avait toujours quelqu'un de l'administration, un porte-parole de l'administration américaine qui avait indiqué que la décision finale n'avait pas été prise encore concernant les tarifs, mais c'est certain que cette éventualité est inquiétante et vient un peu comme une surprise parce qu'on s'entend habituellement lorsqu'on parle de tarifs, bien, on pense plutôt à des biens physiques qui traversent des frontières et là, on est plutôt dans le domaine de services de tournage ou de post-production ou d'effets visuels. Et c'est la pratique là, des studios hollywoodiens depuis des décennies de travailler avec des fournisseurs à l'extérieur des États-Unis. Des fois, un film ou une série, ça peut être fait dans 4 ou 5 pays. Là. Absolument. Donc, tout ça va être très complexe à départager. Parce qu'il y a 2 raisons pour lesquelles un film américain peut être fait à l'étranger. Si on fait un film, par exemple, américain, mais qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, des camps de concentration, évidemment, on va les tourner en Pologne, ou on va tourner en Allemagne, etc. Donc ça, il y a une raison géographique. Il y a aussi une deuxième raison, c'est on peut faire un film américain et décider d'aller tourner au studio Melz à Montréal ou aller tourner à Vancouver parce qu'il y a des crédits d'impôt, parce que les gens sur place sont des techniciens absolument extraordinaires qui travaillent vite, parce que le Canada déroule le tapis rouge pour les productions américaines. Ce qui est bizarre, c'est que M. Trump, il a l'air de dire que quand on déroule le tapis rouge pour des productions américaines, on fait de la propagande, puis on travaille contre le marché américain. C'est un peu bizarre comme argument. Oui, j'avoue qu'on aurait de la difficulté à s'y retrouver, mais c'est clair que ça s'inscrit dans la mouvance protectionniste qui est là depuis l'élection, la dernière élection. Mais encore une fois, c'est surtout surprenant parce qu'il n'y a rien de particulièrement de nouveau dans tout ça. Mm-hmm. Essentiellement, ce modèle économique qu'emploient les studios américains, et comme vous l'avez dit, ça peut être soit pour des motifs de création, où on doit être dans un certain lieu, et d'autres fois, c'est plutôt une décision économique. Et ces crédits d'impôt-là, ils sont en place au Canada depuis la fin des années, et au Québec depuis la fin des années 90. Donc, évidemment, ça fait boule de neige et ça a été ces crédits d'impôt-là ont été implantés dans d'autres juridictions, qui fait en sorte que de nos jours, beaucoup de productions hollywoodiennes sont tournées soit ici, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Australie, et donc il y a rien de nouveau dans tout ça. Alors. C'est ça. Voilà. C'est pas comme si Donald Trump arrivait en disant pour faire face à un nouveau phénomène qui est les tournages à l'étranger, nous devons réagir. Ben non, ça existe depuis très longtemps. Je lisais quelque part, Monsieur Cardin, que le milieu du cinéma, le milieu des tournages au Québec, ça représentait, ou c'était peut-être une statistique pour le Canada, mais en tout cas, on parlait de 30 000 personnes qui travaillent dans le domaine et des retombées, évidemment, économiques pour le Québec et le Canada de l'ordre de milliards de dollars. Donc, si demain matin, on arrête et qu'il n'y a plus un seul tournage, hypothétiquement, là, demain matin, le 6 mai, il n'y a plus un seul tournage américain au Québec, ça représente quoi pour l'industrie? Ça représente quoi pour le milieu? Écoutez, c'est un impact qui est très significatif, là. À l'échelle canadienne, c'est environ 6-7 milliards par année que les studios américains investissent au Canada. Au Québec, on parle d'à peu près, dans une bonne année, de
1 milliard d'activités économiques réparties entre les tournages et les activités d'effets visuels, d'animation, de d'effets spéciaux. Oui. C'est à peu près la même envergure que ce qui est représenté 1 autre milliard pour notre production nationale. Et c'est ce qui a toujours fait la force du Québec, c'est d'avoir cette complémentarité entre une production nationale forte et la production étrangère. Et ça soutient à peu près au total 50 000 emplois par an au Québec. De sorte que on s'inquiète bien entendu de potentielle disparition de ces activités, mais aussi de l'impact que cela aurait sur notre production nationale, puisque c'est seulement parce qu'on a les deux qu'on est en mesure d'avoir cette qualité d'infrastructure et d'équipement à la fine pointe de la technologie et des équipes là, qui travaillent là, au sommet de leur art. C'est à cause de cette complémentarité entre la production nationale et la production étrangère. Vous avez tout à fait raison. On va devoir se quitter là-dessus, Monsieur Cardin, car c'est la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes PDG du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, mais j'adore, en effet, et je pense qu'il n'a pas pensé à se retomber là, Monsieur Trump. Merci beaucoup à tout le monde. À demain. Kid.